Retour en studio avec notre invité ce matin, comme annoncé depuis hier, c'est Nicolas Lasson, le président du PRR, le Parti de Renouveau de la Rédemption. Monsieur Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Comment est-ce que votre parti se porte aujourd'hui? Parce qu'on a remarqué depuis quelque temps, vous ne parlez plus. Non, Il se passe quoi? Qu'est-il passé? Mon parti n'a pas beaucoup d'importance parce que je n'ai pas un esprit partisan. Je l'ai répété. Ce qui importe avant tout, c'est le prestige et la grandeur de notre pays, le Togo, le bien-être et la dignité de tous les Togolais. Et c'est ça qui doit faire notre fierté. Et c'est pour ces valeurs-là, ces objectifs-là, que nous devons nous battre au-dessus de tout. L'esprit partisan est destructeur. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, quand j'ai vu que les protagonistes de la crise ont commencé à chercher à nouveau des facilitateurs, nous avions apporté notre contribution en demandant à un moment donné que la C14 puisse s'ouvrir pour se renforcer, pour mener le combat juste. Et cette fois-ci, un combat qui permette au Togo de sortir de la crise définitivement. Les interprétations ont été de toutes sortes. Mais quand la facilitation est arrivée et que finalement on a trouvé une feuille de route et que cette feuille de route-là, c'est-à-dire c'est en quelques éléments en moins de ce que nous avions décidé et approuvé comme recommandation au CPDC rénové, je me suis dit que la voie était dégagée pour que les acteurs, les protagonistes de la crise puissent enfin permettre aux Togolais de souffler et puis de penser à leur vie, à leur bien-être, à leurs enfants et à leur avenir. Mais à un moment donné, nous avions constaté, et surtout les miens, à l'extérieur comme à l'intérieur, ont constaté qu'il y a un blocage et qu'il y a à nouveau un risque pour l'avenir. C'est pourquoi vous reprenez la parole. C'est pour ça que j'ai repris la parole. Très bien. Alors, avant de revenir sur les questions politiques et sociales, si vous voulez bien, il se passe dans notre pays des faits extrêmement graves. Depuis quelque temps, nous assistons à des profanations des lieux musulmans. Le Coran n'est pas épargné. Quelle est la réaction de votre parti? C'est là vous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas partisan, mais quelle est la réaction du PRR par rapport à ce sujet? Les gouvernants ont quand même assuré qu'ils vont traquer ces bandits, ces voyous-là, et depuis 3 semaines, 4 semaines, ça dure. Ils n'ont qu'à faire leur boulot. C'est tout ce qu'on demande à des gens qui gouvernent un pays. Parce que c'est avec indignation que nous avons appris et nous apprenons ces actes qui sont indignes des Togolais. Les Togolais, en réalité, non. Sur ce plan, ils n'ont pas été formés comme ça. Vous vous rappelez, quand les catholiques, les protestants et les musulmans se rassemblaient au palais des congrès pour célébrer ensemble avec l'écuménisme et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc, tout d'un coup, ce travers et cette attaque indigne de nous et de violation des lieux de culte de nos frères musulmans et tout? Je ne peux pas être d'accord. Je trouve que c'est le diable qui est en action là, l'esprit diabolique, comprenez. C'est ça, en réalité. Donc, on doit traquer cela. On doit mettre un terme à cela. C'est de la provocation et ça peut déstabiliser notre société. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons vivre en frères. Nous voulons vivre heureux et tout. Moi-même qui suis ici, voyez-vous, c'est dit, la femme qui a mis au monde le père de ma mère, elle est kabyère, mais elle était musulmane. Elle était kabyère musulmane. Et c'est pour ça d'ailleurs que un de ses fils ou de ses petits-fils a donné à Messankondi une place pour que le défunt Hassani Tidjani puisse construire une mosquée là-bas. Parce que ma grand-mère, c'est ça, était kabyère et donc musulmane. Donc on ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire là où on adore Dieu Tout-Puissant, qu'on l'appelle Dieu, Mahou ou Allah, mais oui, c'est l'Éternel. Et il est le seul éternel. Donc là où on l'adore, là où on demande sa miséricorde et tout sur notre pays, on n'a pas le droit d'aller faire des actes aussi diaboliques et tout. Donc nous demandons expressément aux autorités, à ceux qui sont en charge
de l'autorité aujourd'hui de pouvoir trouver une solution rapidement à cela. Et s'ils n'en sont pas capables, et on voit leur incapacité et tout, et c'est pour ça que les Togolais ne sont pas contents. Est-ce que les autorités sont incapables aujourd'hui de traquer ces gens-là? Vous savez que c'est une enquête qui se mène et il faut du temps. Non, il ne faut pas du temps. Certaines enquêtes. Non, vous savez, qu'est-ce que vous appelez le temps? Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de mosquées qu'on a attaquées et tout? Ça fait 5. Oui, c'est pas normal. Vous comprenez? La sécurité dans ce pays, l'ordre et la discipline doivent pouvoir régner. Quand on est en charge du destin d'une nation, on fait tout pour tout sécuriser. Chaque individu doit être protégé. Toutes les propriétés des Togolais doivent être protégées. Et en plus, les lieux du culte. Comment on peut laisser faire des choses comme ça et demander quel temps? Il n'y a pas de temps pour arrêter le mal. Vous pensez qu'on n'est pas suffisamment protégé au Togo? Oui, on ne l'est pas. Les gens protègent leur intérêt personnel. L'État est devenu une vache à lait où certains individus prennent leur part et ne s'occupent pas des autres. Vous comprenez? Et c'est ça qui est mauvais et dangereux. C'est ce combat que nous menons. Nous ne menons pas un combat contre des hommes, des individus, des partis. Nous menons un combat contre ce qui se fait de mal, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas supportable, acceptable. Alors, ce qui s'est passé avec nos frères musulmans où des mosquées, des Corans ont été profanés, est-ce qu'on peut l'apporter sur le terrain politique aujourd'hui? Vous pensez Non, comme certains le disent? non, ça c'est de la délinquance et du gangstérisme, tout simplement. Ça n'a rien de politique, ça. C'est pas ça, la politique. Si c'est ça que les gens croient être la politique, eh bien, vraiment, ce serait tragique pour notre pays. Que ça continue ou que ça soit conçu. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé du djihadisme dans la politique. Il ne peut pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans notre pays, vous ne voyez pas souvent ça. Aujourd'hui, on voit nos sœurs musulmanes avec leur burqa et tout ça là et tout. Vous comprenez? Parce que nos frères qui sont musulmans ou tout ça à l'extérieur et autres, ils viennent chez nous ici. Parce qu'on a l'habitude de proclamer que notre pays est un pays de paix. Et qu'il doit y avoir l'unité, le rassemblement de notre peuple et tout. Donc si les gens sont chez nous, où ils sont des compatriotes et tout, nous avons l'obligation, l'État a l'obligation de protéger tous les individus, qu'ils soient togolais ou étrangers ou autres, qu'ils soient chrétiens, catholiques, musulmans, athées ou autres, l'État doit obligatoirement protéger les uns les autres. C'est pour ça que nous, au niveau du PR, nous exigeons le retour, le rétablissement de l'autorité de l'État, l'ordre et la discipline dans notre société. Non, attendez là. Il n'y a pas de l'autorité de l'État aujourd'hui, vous pensez? Non, partout. Il n'y a pas de l'ordre? Non, partout c'est du désordre, de la délinquance, de l'immoralité. Moi, j'ai une sorte de petite forêt devant ma maison et tout que des gens entretenaient. Quand j'ai été obligé de dégager cela, ah oui, ils ne sont pas d'accord. Et ils ont protesté. Et ils m'accusent que, est-ce que c'est ça? Et quand on veut être président, on fait des choses. Ah bon, quand je veux être président, je dois laisser devant ma maison, ah oui, le bordel. Vous comprenez? Les gens transforment tous les lieux en des dépotoirs et tout ça là. Allez à la plage. Allez à la plage à Lomé. C'est un scandale. Notre pays ne doit pas accepter ça. Et ça, c'est la faute à Fonya Singbe, vous pensez sincèrement? C'est pas Fonya Singbe. Il y a des gens qui sont en charge. Bien. Voilà. Quand vous êtes nommé ou vous êtes élu, vous avez l'obligation d'exécuter un certain nombre de tâches et tout. Quand on prend par exemple un décret en conseil des ministres pour mettre un terme à la vente, à la distribution et tout, et des sachets plastiques et tout, c'est Fonya Singbe qui doit aller faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont la charge de ça? Aujourd'hui, vous allez voir à la mairie à la voirie de Lomé. Vous avez là où les gens travaillaient avant, il n'y a pas de toit, des trucs comme ça et tout. Il n'y a plus de services d'hygiène et tout. Les gens font quoi? Ils sont nommés pour quoi? Pour aller faire l'éloge de Fonya Singbe, pour pouvoir voler et constituer une minorité de fraudeurs, d'accapareurs dans ce pays et ne rien faire. Et puis après, bon, c'est Fonya Singbe qui les a nommés. Donc, on défend Fonya Singbe pour continuer à être un fraudeur, un délinquant de la République. Et on n'exécute pas la fonction pour laquelle on a été nommé. C'est ça qu'il faut que mais qui doit comprennent. mettre un terme à ça? Oui, il faut un nouveau gouvernement. C'est ça que je disais depuis des années, un gouvernement de salut public, capable de protéger tous les Togolais, de redresser ce pays et de donner de la dignité, d'assurer le bien-être de tous les Togolais. C'est ce qu'on demande, c'est tout. C'est pas autre chose.
Ce n'est pas une bataille pour le pouvoir ou pour le parti ou pour des groupes de gens et tout. Ce qu'on demande, c'est quoi? C'est-à-dire la restauration du prestige de ce pays, de sa grandeur et tout, et assurer la dignité et le bien-être de ses enfants. Si vous voulez, on va revenir sur ce gouvernement de salut public que vous professez depuis des années, parce qu'on vous entend revenir sur le sujet très très régulièrement. Mais quand on parle de l'ordre, de la discipline dans le pays, est-ce que ce n'est pas aussi de l'affaire des citoyens que nous sommes? Non. Chacun individuellement. Non, chez lui. l'État, c'est là où vous voyez le drame. Vous n'inspirez pas confiance. Et vous n'êtes pas, vous ne donnez pas confiance, et comment je dois dire, c'est-à-dire, quand le chef de l'État, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai quelques mal des fois. Quand il a constaté lui-même qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, l'impunité ne doit pas être, tu vas à l'ordre du jour. Il doit frapper, il doit dégager ces corrupteurs, ces corrompus, et ces gens qui s'accaparent des ressources de ce pays et tout, qui ne foutent rien. Et le défunt Gnassingbé Eyadema disait quoi? Quand le mur n'est pas fendu, le lézard ne peut pas rentrer dedans. On ne peut pas aller accuser l'opposition d'être responsable de la chienlit dans ce pays. C'est parce que vous avez créé une situation insupportable, inacceptable, qu'une opposition donnée peut se prévaloir donc de vous critiquer, de vous attaquer, et elle est dans son jeu. Comprenez? Si le pays était bien dirigé, bien ordonné, de la discipline, de l'ordre, de la morale, et que la corruption n'avait pas gangréné tous les secteurs d'activité de ce pays et tout, et que des gens qui sont sortis de rien, qui n'ont rien, sont devenus des milliardaires du jour au lendemain, en volant l'État et tout. Comprenez? On détourne 26 milliards pour faire une route de Lomé à Enfoin ou Vaughan. La route, ça n'existe pas et tout. Comprenez? On laisse quelqu'un venir, on dit investisseur étranger, il prend la signature de l'État, il va prendre 300 milliards, il dépense à peine 100 milliards, il vole le reste. J'en parlais, pas question d'en parler. Je deviens donc l'ennemi de ces individus-là. Il faut éliminer cet individu-là. C'est quoi ça? C'est ça qu'on veut, qu'on restaure cette autorité, cette citoyens n'ont pas de responsabilité quand on parle de la discipline. L'État a l'obligation de mettre de l'ordre. Quand un citoyen a failli, il faut le frapper. Quand vous voyez qu'un individu simple, un citoyen simple, constate que son oncle, du jour au lendemain, parce qu'il est ministre ou tout, il est milliardaire. Et ses enfants peuvent traîner des millions et tout, et toutes les voitures, et toutes les belles choses. Et que lui demeure dans la pauvreté, dans la misère. Il peut respecter ce oncle-là, ou je ne sais pas. Il est révolté? Il est révolté. Et c'est juste ça. C'est-à-dire, j'ai dit et répété que les injustices sociales créent des révolutions. Forcément, comprenez. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que les uns puissent avoir le tout et que les autres n'aient rien du tout. Comprenez. Il y a des gens qui sont extrêmement dangereux dans ce pays. Ils cumulent des portefeuilles ministériels, ils foutent rien. Ils sont nuisibles non seulement à l'État togolais, mais ils sont nuisibles au peuple togolais et nuisibles à M. Faure Gnassingbé lui-même qui les laisse faire. Vous n'êtes pas capable d'être à ce poste-là et vous cumulez des postes et vous laissez les problèmes se développer. Quand la population n'est pas d'accord, il faut réprimer. Quand l'opposition n'est pas d'accord, il faut réprimer et on les accuse. Oui, mais en même temps, au-delà des prises de position, des prises de parole de vous qui êtes dans l'opposition, vous avez dit entre-temps sur nos antennes que vous n'êtes pas opposant. Oui. Vous ne vous opposez à presque. Moi, je suis un cocardier, un patriote. Voilà. Au-delà des prises de position des partis, voilà. Que faites-vous pour pouvoir restaurer la discipline? Voyez-vous, qu'est-ce qu'il est dit? Que, avant tout, c'est la parole. Oui. Il faut d'abord dire ce qui ne va pas. Et si vous avez les moyens de les corriger. Maintenant, quand j'ai fini de dire ce qui ne va pas, je dis souvent ce qu'il faut faire. Les propositions. Des propositions. Et quand je dis cela, certains individus s'en accaparent, mais il ne faut pas ce que je suis en train de dire. Ils vont trafiquer les choses, ils vont faire autre chose, ainsi de suite et tout. Prenez le pays aujourd'hui. Quand le pays est réduit à cette situation-là, où on est obligé pour faire n'importe quoi,
par exemple, cette histoire de voirie et tout, d'aller faire des prêts auprès de la Banque mondiale. 16 milliards. Et ils sont fiers. C'est un scandale. C'est une faillite. La voirie? Oui. Donc, quand les citoyens ne balaient pas devant leur cour. Est-ce que les citoyens balayaient avant? Oui ou non? Est-ce qu'il n'y avait pas un service d'hygiène avant qui passait dans les maisons et tout ça? Pour le contrôle. Pour le contrôle et tout. Cette discipline-là, comment c'est parti? Ces individus qui veulent être ministres, qui veulent être, je ne sais pas quoi, maire, préfet et tout, ils foutent quoi? Ils foutent quoi? C'est à eux de pouvoir faire ces choses. Quand tu es maire de Lomé, quand la voirie est dans cet état-là, quand les services d'hygiène, ça ne marche pas et tout. Et que, par exemple, il y a une ministre du développement à la base. C'est pas aller se balader avec l'argent du pays pour prêter 30 000 francs par ici, pour faire des trucs comme ça et tout. Ce sont ces choses-là qui sont à la base du développement. Il faut assurer cela à la population, vous comprenez. Vous devez tout faire. L'environnement, il y a un ministre, il va inaugurer des salles de classes qui sont construites dans le nord et tout. C'est son boulot, ça. Quand, par exemple, on voit que dans ce pays, au prix de je ne sais pas quoi et tout, des souffrances, des Togolais, des difficultés et tout, le CTMB a été nationalisé en 1974, vous comprenez. Et qu'aujourd'hui, on voit que ces appellent ça au pas de je ne sais pas quoi. Ah oui, les gars sont là, les étrangers, et ils lavent les déchets dans la mer, ils prennent l'argent, ils s'en vont avec, et on ne voit même pas les traces et tout. Et quand on lui en parle, ah lui il est le vice-président, il est soutenu par M. Fognassibe, donc il peut embêter tout le monde, il peut emmerder, et il nous rend malades, il nous détruit, il détruit notre environnement et tout. Et il est arrogant et insolent, et des gens, des Togolais acceptent cela. C'est inacceptable. Et quand nous ne sommes pas d'accord, alors nous sommes opposants, on ne nous aime pas, on nous met des bâtons dans les roues, on nous empêche de vivre dans notre pays. Est-ce que nous devons accepter cela? Qu'on lave les déchets de phosphate dans la mer et que ça pollue la nappe phréatique et tout, et que l'eau que les gens boivent, l'eau est contaminée et tout. Est-ce que c'est ça, gouverner un pays et tout? Non. On va continuer de parler de cette situation tout à l'heure, beaucoup plus la politique avec la feuille de route de la CEDEAO, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais après la pause publicitaire. Merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM Lomé. Pour la seconde partie de Taxi Presse, notre invité ce matin, c'est le président du PRR, Nicolas Losson. Monsieur le Président, on va maintenant aborder le sujet lié donc à la feuille de route de la conférence de chefs de gouvernement, feuille de route dressée il y a 3 semaines exactement. Vous avez eu le temps de la parcourir. Qu'est-ce que cela vous inspire véritablement, cette proposition de sortie des crises des chefs d'État de la sous-région? Non, vous savez, les gens disent souvent... c'est ça, non? Oui, c'est bien cela. Chez nous. Le travail que nous avions fait dans le cadre du CPDC rénové, il y a une soustraction en moins de quelques éléments de nos recommandations dans la feuille de route et tout. Mais c'est sans gravité. Donc à partir de cet instant, si le pouvoir l'accepte, si la coalition l'accepte et tout, il était de notre devoir de veiller à ce que les choses se fassent et à ce que la population togolaise soit satisfaite. C'est cela. Mais malheureusement, je vois qu'il y a un risque devant. Parce que la coalition n'est pas satisfaite. Et il a fallu que la CEDEAO envoya donc le président de la commission de la CEDEAO pour venir clarifier et rectifier les choses. Malgré cela, on a vu qu'il y a certains compatriotes qui veulent faire le forcing, qui veulent croire qu'ils ont le bon droit de pouvoir organiser des élections à leurs conditions et se fixant comme obligation la date du 20 décembre et tout. Non. Ils veulent à nouveau mettre le feu à la maison. Et ça, c'est pour ça que nous avions décidé que je reparle à nouveau. Bien. Parce que en août 1990, j'étais là. Et il y a eu nos frères du RPT qui ont sillonné le pays et qui sont revenus et qui ont organisé leur 7e congrès
pour dire que les Togolais n'étaient pas prêts pour la démocratie, le multipartisme. J'étais correspondant rédactionnel permanent d'Afrique Expansion au Togo en ce moment-là, avec ma carte de presse internationale. Je suis allé dans cette salle où j'ai pris d'autorité le micro pour dire qu'ils étaient en train de préparer le pays à la violence et que c'était une haute trahison, hein, et que le pays allait balancer dans la violence s'ils n'arrêtaient pas leur comédie. Ils avaient voulu m'intimider et tout, mais comme j'ai été malin de dire, vous allez enterrer Gnassingbé Eyadema, vous êtes en train de détruire Gnassingbé Eyadema et tout le système et tout, et vous croyez que vous défendez quoi? C'est en 90. En 90. Avant le souffle populaire. Avant le 5 octobre. Et effectivement, quand le 5 octobre était survenu et tout, quand on disait l'opposition et tout, je dis non. Ce sont les gens-là qui étaient rassemblés du RPT dans le palais des congrès, le 7e conseil. C'est eux qui ont préparé le pays à la violence. Ils sont responsables des violences du 5 octobre et tout. Si certains individus dans l'opposition croyaient que c'était eux tout, non. Un pays, à un moment donné, est fragile. Et il faut faire attention. Hein? Des petits politiciens qui croient que pour leur intérêt personnel ou partisan, ils peuvent jouer avec le destin d'un pays. Ils sont dangereux, Oui, c'est funeste. Aujourd'hui, la CEDEAO nous propose quelque chose. Oui, mais je fais toujours une fondation avant d'arriver. Comprenez? Aujourd'hui, je vois encore que certains individus croient pouvoir interpréter à leur façon et à leur avantage la feuille de route de la CEDEAO. Et ils prennent comme, je ne sais pas quoi, obligation, je sais, que la date du 20 décembre. Vous comprenez? Non. La démocratie n'est pas, hein, un principe. La démocratie, c'est un processus, vous comprenez? Et quand il y a à l'horizon des dangers, des difficultés, des risques et tout, l'homme raisonnable, responsable doit faire attention et ne pas foncer vers le risque et vers le truc. Là, il devient dangereux, il devient funeste et nuisible. Et c'est la raison pour laquelle les nôtres ont demandé que je reparle à nouveau. Pour dire que comme ces gens-là, durant le 7e conseil, ont provoqué les violences du 5 octobre et tout, M. Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, n'a qu'à prendre conscience que ces gens-là qui veulent faire croire qu'il faut aller encore à des élections ne sont pas ses ennemis, ne sont pas ses amis, ils sont ses ennemis. Comprenez? Ils sont dangereux pour le Togo, pour les Togolais et pour M. Faure Gnassingbé lui-même. Et le Conseil des ministres du 3 août dernier nous renseignait que le chef de l'État a pris la parole au cours de ce Conseil des ministres et a insisté sur la nécessité de tirer tous les enseignements politiques par rapport à ce que, eh bien, nous avons vécu. Eh oui, parce que vous ne les voyez pas dans cette disposition aujourd'hui. Non. Vous savez, moi, je ne suis pas entré en politique par ambition personnelle. Je suis entré en politique parce que j'ai été appelé par quelque chose. Et quand mon pays, parce que si je vous raconte ma vie, hein, d'où je viens, qui je suis et tout, oui, vous l'avez dit une fois déjà ici. Voilà, et tout, vous verrez que j'ai été aussi, hein, formaté pour jouer mon rôle dans ce pays et tout. C'est quoi le problème? Un jour, j'avais demandé quelque chose à M. Gnassingbé Eyadema. Et il m'a dit, mais puisque toi et les autres vous refusez, je prends qui j'ai sous la main. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé est entouré de ces gens-là. Et puis, il entend de partout le monde et tout, des Togolais qui s'insurgent contre lui et contre le système dont il est le chef, ainsi de suite et tout. Et parce que il entend ces bruits-là, ces condamnations et tout, les gens l'ont pris en otage pour lui faire croire qu'ils sont en train de le défendre, de le protéger. Le chef de l'État aujourd'hui a pris en otage Oui, par ces gens-là, oui. Mais c'est lui le patron. Non. Vous savez, quand John Agyekum Kufuor, c'est moi qui l'ai conduit jusqu'au pouvoir. J'ai été pendant 1 an et demi son conseiller, après je l'ai quitté et tout. Quand il était parti voir Jerry John Rawlings là, pour préparer la passation du pouvoir et tout, qu'est-ce que Jerry John Rawlings lui a dit? Jerry John lui a dit, méfie-toi le plus de tes proches collaborateurs. Ils sont les plus dangereux parce qu'ils vont te dire tout est bon, tout est bien et tout. Alors que tout n'est pas bon et bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait choisi, hein,
Jones Atta-Mills comme candidat du NDC, hein, que les autres n'ont pas accepté. C'est-à-dire les caciques, hein, du NDC n'avaient pas accepté. Et ça avait créé la scission jusqu'à ce que les Guzitanos, les Poitoufs et tout ça qui sont là aujourd'hui, hein, ont fait scission pour aller que les Reform Movement. Même mon ami Piv Yobin, c'était un sujet qui n'avait pas le droit de choisir Atta-Mills. Mais lui, que ça dit, compte tenu de son instinct, c'est un homme qui est sanguin et qui sent, tu vois, et tout, il a insisté. Malheureusement, Atta-Mills avait échoué une première fois. Et c'est là où Kufuor a pu avoir le pouvoir et tout. Et Jerry John Rawlings lui avait dit, méfie-toi d'abord de tes proches collaborateurs. Ils vont te mentir. Ce qui ne va pas, ils vont te dire ça va. Ils se protègent parce qu'ils sont corrompus et coquins entre eux. Alors le chef doit toujours se méfier avant tout de ses proches collaborateurs. Parce que ses opposants vont lui dire ce qui ne va pas. Ses opposants, les meilleurs, hein, vont lui dire ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'il vérifie cela pour voir si ce que l'opposant a dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Et il doit pouvoir savoir en court-circuitant donc ses proches conseillers et tout. Tes conseillers te prennent en otage et ils deviennent, hein, une mafia autour de toi et ils constituent leur fortune. Ils deviennent des coquins et tout. Donc, quand les Togolais, hier, s'attaquaient à Gnassingbé et à Deban, que Negbe Djovo quoi, et nous, je disais, attention et tout. Non, Gnassingbé et Deban est parti et aujourd'hui, regardez une situation qui est pire que ce qu'on avait hier. Alors pour sortir du problème, Ouais. on nous propose une thérapie Ouais. pour pouvoir sortir notre pays d'affaires. Ouais. Est-ce que vous pensez franchement que ce que la CEDEAO nous propose là peut nous aider à sortir de la situation? Oui. Vous évoquez tout à l'heure le cas du CPDC rénové. Oui, où oui. vous étiez membre de cette commission qui a travaillé, oui. et à exception près, ce qu'on nous propose aujourd'hui, Oui. vous l'avez déjà proposé. Absolument. Oui, oui, parce que... Et le pouvoir à l'époque n'avait pas, y compris certains de l'opposition à l'époque, n'avaient pas accepté ce qui avait été sorti Eh ben oui. du CPDC rénové. Et ils ont saboté même, sous prétexte que tel ou tel n'a pas le droit, tel n'est pas populaire et tout ça et tout, vous comprenez. C'est-à-dire, ce qui est bon, quand c'est votre ennemi qui le fait, hein, non, n'allez pas contre cela, par esprit partisan, vous comprenez, par intolérance et tout. Ce qu'on avait fait, c'était aussi simple que nous nous sommes dit, quel est l'intérêt du Togo dans cette affaire? Pourquoi nous sommes là? Comprenez? C'est pour que le Togo retrouve la normalité. Comprenez? Ainsi de suite. C'est pour ça que nous avions fait des propositions en disant, par exemple, quand certains s'étaient sentis en difficulté, il faut dire que nous sommes en train d'éliminer Faure Gnassingbé ici et ici. Je dis non, non, non. Nous allons mettre donc dedans que la loi n'est pas rétroactive pour faire comprendre que nous n'étions pas contre Faure Gnassingbé. C'était pas contre lui et tout. C'est pour ça qu'on avait fait ça. En me souvenant surtout du fait que la Cour constitutionnelle avait déjà adopté, vous comprenez, hein, alors, nous avions dit quoi? La loi n'est pas rétroactive. Si ça n'avait pas été saboté par les uns et les autres, M. Faure Gnassingbé aurait pu faire ce troisième mandat-là comme son deuxième mandat, vous comprenez? Et c'est fini. Et c'était fini. Il allait sortir par la grande porte et entrer dans l'histoire, vous comprenez? Mais les gens se sont ligués à la fois dans l'opposition, dans le pouvoir, pour empêcher que les choses ne se passent pas de cette façon-là. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de préparer le mal pour notre pays, l'instabilité, la crise permanente, avec certains individus qui ont pris sur eux de jouer un rôle funeste dans l'histoire de ce pays. Et tout. Oui, mais c'est ça. Vous parlez de l'instabilité qui nous guette encore. Oui. Alors qu'on nous propose quand même des pistes pour que nous sortions d'affaires. Non, tout ça, je ne veux pas appeler des noms ici. Oui, non, mais... on va revenir sur la question essentielle de la CENI tout à l'heure. Mais avant de l'aborder, est-ce que franchement, les présidents de la CEDEAO, je veux parler des présidents chefs d'État qui composent la CEDEAO aujourd'hui, ont quand même mûri la réflexion avant de nous proposer ce qu'on nous a donné là le 31 juillet dernier? Vous savez pourquoi certains chefs d'État ont accepté de soutenir M. Faure Gnassingbé en 2005 et pratiquement de nous l'imposer? C'est parce qu'ils avaient reçu comme mission de faire une transition
qui soit accepté par les uns et par les autres. Et c'est pour ça qu'ils avaient présenté M. Faure Gnassingbé comme son père du Nord et sa mère du Sud. Donc, une forme de réconciliation nationale et une histoire comme ça et tout. Et il était convenu que M. Faure Gnassingbé fasse 10 ans, 2 mandats au maximum et se retire. Mais compte tenu du comportement de certains de nos amis, de l'opposition, ah oui, donc en 2015, ah oui, les gens étaient aux élections, ah les gens se sont tués, et les gens ont attaqué la CEDEAO, et les gens ont insulté les trucs, tout ça là et tout. Et le chef s'était fâché, et il dit, débrouillez-vous. Et en 2015, ça a été l'élection que l'opposition a contestée, frauduleuse, et ainsi de suite et tout. Donc, la crise, le virus est toujours resté en place. Et c'est de ça, tu vois, dont nous souffrons encore aujourd'hui, de cette maladie-là et tout. Donc, nous devons faire attention. Et quand vous ne voyez pas le risque devant, alors là, vous allez tomber dedans, fatalement et tout. C'est pour ça qu'il y a les freins. Il faut des fois que les gens comprennent. La vie, dans la vie, nous devons considérer qu'il y a des obstacles, qu'il y a des freins et tout, et que nous ne devons pas rouler comme s'il n'y a pas des obstacles et des freins, parce que nous croyons avoir le pouvoir ou nous croyons être nantis de l'argent et tout ça là. Non, il faut que les gens fassent attention. Ce qu'ils sont en train de faire là, la CEDEAO est en courroux actuellement et n'acceptera pas ça. Ah oui. Ah oui, ce que la CENI, soi-disant avec le ministre là, ils sont en train de faire, en cherchant à rouler les opposants, en cherchant à faire croire à la population. Non, nous avons une population à 90% d'analphabètes et tout. Et la misère a renforcé l'ignorance et la délinquance dans le pays et tout. Donc les gens ont faim. Donc on peut toujours trouver des gens pour aller dans la CENI. On peut toujours trouver des gens pour aller dans les CENI. Vous n'êtes pas en train de dire que ceux qui sont dans la CENI, c'est parce qu'ils ont faim qu'ils y sont. Ah oui, non. Absolument. C'est ce que je vous dis. C'est de la cupidité, c'est de la vidité. Vous les insultez, comment vos amis de la C'est une réalité, mon ami. C'est une réalité. Vous comprenez, quand vous êtes un homme raisonnable, sensé et tout, vous n'allez pas là où il y a des problèmes. Vous comprenez? Si vous êtes un homme et que vous raisonnez et que vous êtes rationnel, vous n'allez pas là où il y a, parce que vous avez besoin de quoi? Ou parce que vous êtes partisan et tout. Pourquoi vous cautionnez ce qui est mal? Pourquoi vous voulez profiter d'une situation qui est une situation? En son analyse de la situation. Quelle analyse? Non, je dis non. Peut-être pas cette même. Donc c'est de l'ignorance. Vous comprenez? C'est de l'ignorance. Si ce n'est pas de la cupidité et tout. C'est tout. Vous comprenez? C'est ça. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je ne suis pas venu en politique en 90 ou par... et tout. J'ai été, tu vois, avec mon oncle, le général Paul-Émile de Souza, au Dahomey, le général Paul-Émile de Souza. Quand on a fait le coup d'État, quand Ndété a fait le coup d'État à Émile Derlin Zissou, mon oncle est devenu président de la République, il était le chef, j'étais avec lui. Quand il a fallu donner le pouvoir au triumvirat, à Piqué Ahmadou Maga et tout, c'est moi qui les avais servis et tout, comprenez. Quand il a fallu faire un coup d'État, le 26 octobre 1972, par les 4 capitaines Aïpé, Breton, Nestor et tout, c'était là. Et comment et Mathieu Kérékou est parvenu au pouvoir? Je le sais, les gens racontent leur vie et tout. Non. Donc, dans la maison où j'étais, chez les de Souza et tout ça là, bon, le colonel Alphonse Ali avait épousé ma tante, venait à la maison, les enfants et tout ça. Maga était... Donc, j'étais tombé dans la politique très, très tôt. Quand j'avais 10 ans, j'ai été envoyé à Gomé-Calavi chez le sous-préfet de l'époque, Tchakwe François, qui avait été un collaborateur de mon papa. Là, vous êtes plus béninois que togolais. Non, parce que le Togo et le Bénin étaient des pays colonisés ou sous protectorat. À l'époque, il n'y avait pas de truc de Togo souverain et tout. Mais moi, je suis né à Ného. Bien sûr. Voilà, je suis né à Ného. Ouais. Mais, donc, j'ai été versé dans ça parce que la maman de mon père était une fille donc, de Francisco Félix Tchacha de Souza à Singbomé. Donc, ma grand-mère, mon père est mort avant ma naissance, donc ma grand-mère à un moment m'a récupéré et j'ai été dans cette famille-là. Donc j'ai commencé comme ça, entrer en politique. Donc avec tous ces gens-là, jusqu'à
ce que je raconte, le coup d'État du 20. C'est à la suite de ça que j'étais venu au Togo. Et quand j'étais venu au Togo, Eric Gatton, j'ai été d'abord au collège Saint-Joseph, puis au lycée de Tokoin, avant d'aller à l'UB. Et au moment où j'étais encore élève, il y a des gens aujourd'hui, hein, comme les Dem Kodjo, comme les Bari Moussaba, qui étaient déjà des ministres. À l'époque. À l'époque. Moi, j'étais élève. Et aujourd'hui, ils sont toujours là, à la présidence de la République. Dem Kodjo n'est plus là-bas. Il est là, avec rang de ministre et conseiller du chef de l'État et tout. Ce qu'ils oublient, c'est que, je ne sais pas s'ils ont lu le principe de Peter. Tout homme, à un moment donné, arrive à son niveau d'incompétence, et s'il ne se retire pas pour aller à la retraite, il devient une nuisance pour son groupe et pour la société. C'est ça la réalité. Et le monde a changé depuis par rapport au monde dans lequel eux, ils étaient entrés en politique avec le RPT, le parti unique et tout ça. Le monde a changé aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde de l'Internet, des satellites et tout ça là, ça n'a rien à voir avec leur logique là. Et pourquoi ils sont encore là? Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer radicalement. Et vous voyez, à un moment donné, je soutenais, comment il s'appelle, Donald Trump. Parce que j'ai vu qu'il avait senti qu'il fallait arrêter la mondialisation sauvage. Il avait commencé ça. Mais il fait ça lui-même de façon brutale. C'est pour ça que vous ne le soutenez plus aujourd'hui. Non, je ne peux plus le soutenir. Parce que c'est trop brutal. Il pouvait aller doucement et avoir raison. Il peut réclamer à juste titre d'équilibrer sa balance commerciale avec la Chine, avec l'Europe et tout. Mais pas dans la provocation, pas dans la violation d'un certain nombre de règles, comme ça, à sa façon, comme il veut, comme de la tyrannie un peu pour le reste. Mais il est dans une logique donnée, parce que le logiciel a changé, comprenez, le paradigme l'a changé. La vague de la mondialisation doit refluer pour laisser maintenant les États, les sociétés déterminer leur propre destin. Vous avez entendu comment le premier ministre grec s'est réjoui quand il n'y avait plus le contrôle de l'Union européenne et du FMI. Alors pourquoi le Togo serait content alors qu'il y a toujours la tutelle du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire des fonctionnaires supranationaux qui ont montré leur incapacité, leur inconséquence à gérer des pays, vont maintenant gérer des groupes de pays et tout, et déterminer. Oui, c'est vrai que vous ne comptez jamais, vous ne les mettez jamais dans votre cœur. Non, parce vous n'irez pas ensemble là. Tu sais, la mutation mondiale, c'est depuis 30 ans que j'ai commencé à surveiller pour voir dans quelle direction nous irons et pourquoi ceci, cela. Quand les gens, quand moi j'avais développé le co-développement avec Jean-Pierre Cotte en France, avec les académiciens, lui, le prince Ringuet, Edgar Faure, le président Senghor et tout, le co-développement. Parce que ça ne venait pas de leur coterie et tout, ils ont abandonné ça et les bureaucrates supranationaux ont été amenés un concept futile et tout qu'ils appellent développement durable. C'est scandaleux. Très bien. Revenons sur la politique togolaise, d'aborder enfin le sujet lié donc à la CENI qui vous tient aussi à cœur. Je l'ai senti plusieurs fois dans votre intervention. Ouais. Mais le 19 août dernier, ça faisait 12 mois que la crise politique s'est accentuée avec le Parti national panafricain, le PNP. Donc le 19 août dernier, ça faisait un an. Alors, quand on vous pose la question par rapport à ces 12 derniers mois de politique empreints de violence par moment, que répondez-vous? Est-ce qu'on aura forcément besoin de tout ça là pour faire comprendre aux gens qu'il faut changer de paradigme? Non, il n'y a que les ignorants qui recourent à la violence, comprenez? Et il y a de la violence légitime qui vient d'un pouvoir et la violence légitime qui vient d'un peuple. Voilà, c'est ça. Et le Togo, ce n'est pas sa destinée d'aller dans la violence pour
se construire, pour se bâtir. Non. Notre pays a une chance extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus d'un peu partout pour venir s'agglomérer ici et tout. Mais cette terre a c'est-à-dire son aura et ainsi de suite et tout. Et ça nous appelle à quoi? Travail, fraternité et patrie. N'est-ce pas? Oui, notre devise. Travail. Est-ce que nous travaillons? Non. Les gens nous empêchent même de travailler pour notre pays. Et eux, ils s'accaparent de ça et ils foutent rien. Ils font des discours, ils font des conférences, ils font des ateliers, ils font tout. Mais tout a été déjà dit et préparé, ainsi de suite et tout. Il suffit d'agir. Comprenez? Nous n'avons plus besoin d'aller nous associer des ateliers, des conférences, de cela et tout. Nous devons agir. Nous connaissons déjà. Si tu veux faire, par exemple, un portable, tu as besoin encore d'aller chercher les études fondamentales, des trucs comme ça et tout. Non. C'est déjà fait. Tout. Tout est déjà fait, ainsi de suite. Il suffit pour nous seulement de copier et d'avancer. Donc c'est ça, c'est le travail qui ennoblit l'homme, qui bâtit une nation et tout. Nous ne travaillons pas parce que certains imposteurs ont pris le contrôle de nos pays et tout, et viennent faire des conférences, viennent faire des ateliers, viennent faire des trucs, et pour gagner leurs sous, mais sont en train de... C'est-à-dire que le 19 août 2007 a été une date pour réveiller les gouvernants. Mais voyez-vous, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand vous avez en face un pouvoir comme celui qu'on a, récalcitrant et tout, et qui a la force de l'État, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que quand vous envoyez les gens en manifestation, en tout ça et tout, et qu'il y a des morts, vous avez l'obligation de réussir. C'est pour ça que j'avais dit que si on veut le pouvoir, on va le chercher où? À la présidence. C'est là où il y a le pouvoir. Si on ne peut pas aller... Ce n'est pas dans la rue. C'est pas dans la rue. C'est pour ça que vous n'envoyez jamais vos partisans dans la rue. Jamais. Et j'ai dit que si nous devons avoir le pouvoir, nous irons en masse à la présidence de la République pour prendre le pouvoir. Non mais ça c'est dangereux. Ah oui. Et ce qui est fait depuis le 19 août, c'est pas dangereux. On n'a pas perdu des vies humaines. On n'a pas perdu en termes d'économie, de social et tout ça là. On n'a pas perdu en termes... C'est plus facile d'aller à la présidence pour peut-être prendre le pouvoir là-bas. Mais s'il faut tuer 100 personnes en un an, ou les tuer en une journée, je préfère qu'on les tue en une journée et qu'on ait ce pourquoi on est sorti, que de les laisser tuer petit à petit pour n'avoir rien du tout, ou pratiquement pas grand-chose. Vous voyez? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit à l'époque, les gens ne m'avaient pas compris. Parce que les gens sont partisans, ils prennent des trucs qui ne sont pas essentiels. J'avais dit que seul un gouvernement de transition, et que j'appelais gouvernement de salut public, pouvait résoudre les choses. Vous savez, la démocratie, c'est quoi? On a vu la France, on a vu les États-Unis. Nous n'inventons rien. Ce qui existe, nous copions plus ou moins en adaptant ainsi de suite et tout. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les pères fondateurs, les George Washington, les Hamilton, les Jefferson et tout, quand ils ont compris que si vous voulez agir, vous devez agir globalement et avec une équipe cohésion. De la CEDEAO, il y a des initiatives qui sont prises au niveau de la CENI qui semblent être véritablement investies d'une mission, celle d'organiser les législatives le 20 décembre prochain. Le chronogramme a été publié hier par le président de cette CENI. De ce chronogramme, nous apprenons que les élections, en tout cas, auront bel et bien lieu le 20 décembre. Nous apprenons également que l'enrôlement des électeurs se fera le mois d'octobre, 1er octobre pour la zone sud, à partir du 17 octobre pour la zone nord. La liste définitive sera rendue publique le 3 décembre, et puis le 4, le début de la campagne électorale pour les élections législatives le 20 décembre. Quand vous voyez le travail que la CENI est en train de faire,
et la récrimination, on va dire, d'une partie de l'opposition, puisque le CAR, d'ailleurs, exprime son indignation par rapport au travail qui est fait au niveau de la CENI. Maître Yaovi Aboibo et ses amis disent que eh bien, ils expriment leur indignation du fait que le parti au pouvoir persiste à poursuivre l'installation de la CENI et de son démembrement au mépris des mises au point de la C14 sur la base des dispositions de la feuille de route de CEDEAO. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport donc au travail qui est fait aujourd'hui par la CENI? Mais si j'ai bonne mémoire, la CENI peut proposer, hein, ben, le gouvernement n'a pas encore approuvé. C'est ça. La CENI propose, tant que le gouvernement ne va pas accepter cela, ce ne sont que des souhaits. Visiblement, le gouvernement semble être d'accord avec la CENI. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit. La réaction du ministre il faut laisser ce monsieur. Hein, et c'est pour ça que j'avais dit à nos amis de la C14 qu'on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas un gouvernement de transition, hein, dans lequel c'est eux, c'est nous qui décidons. Hein? C'est tout. Aujourd'hui, c'est impossible. Ah, c'est possible. La feuille de route de la CEDEAO n'a nul fait mention la CEDEAO, le gouvernement salut public, comme vous l'appelez. La CEDEAO a fait des propositions très claires. Et on a vu quand le président de la commission est venu, oui, il a rectifié des choses, comprenez. Quand eux, ils font la sourde oreille, c'est-à-dire, quand il y aura des problèmes dans ce pays, il ne faut plus qu'ils croient qu'ils seront à l'abri. Ceux-là qui s'agitent là, dans la CENI et puis dans le gouvernement, pour amener encore ce pays vers des tragédies et tout, il ne faut pas que, cette fois-ci, ils vont encore s'en sortir. Ils vont, ils vont être noyés dans cette affaire. S'ils préparent encore la violence pour ce pays, ils vont payer très cher. Personne n'a parlé de la violence. Non, c'est de la violence. Vous préparez la violence, pas vos comportements. Pour aller aux élections. Mais est-ce que les élections n'ont jamais réglé un problème dans ce pays? Pourquoi ils croient que aujourd'hui, parce que eux, est-ce que M. Bokessi, il croit que l'ANC ou autres ont confiance en lui? Il n'était pas dans la dernière CENI. Oui. Alors, et il a été promu parce que ils ont fait ce qu'ils ont fait dans la dernière CENI. Et ils croient que c'est encore possible. Non, il y a une limite à tout. Vous comprenez? Vous pouvez errer, errer, errer. Le jour venu, vous trouverez, comme disent les Ivoiriens, garçons devant. Dieu Tout-Puissant ne laisse pas ses enfants comme ça tout le temps. À ce que des fils de Satan, de Lucifer, prennent... Non, attendez, qu'est-ce que vous appelez? Ah, j'ai dit en généralité. Donc, il ne faut pas me truc que des fils de Satan puissent faire libre cours à leur cupidité et à leur ambition. Non. C'est dit, les gens sont venus pour vous aider, pour trouver des solutions, pour pacifier ce pays et pour aller vers un avenir serein et tout. Et maintenant, vous braquez et vous dites, nous, on va faire. Ah, s'ils ne viennent pas, tant pis pour eux, ils ont leur place quand ils vont venir. C'est pour ça que vous avez appelé des facilitateurs. C'est pour ça que les autres ont accepté des facilitateurs et tout. Et vous croyez que le peuple togolais, ça dit dans sa majorité, hein, je ne dis pas à ceux qui peuvent aller à la soupe ou je ne sais pas quoi et tout, vont accepter cela. Et que vous aurez... ils seront responsables demain de quelque violence que ce soit. C'est eux qui provoquent les violences dans ce pays et tout. C'est inacceptable que... La préparation des élections telle que faite par la CENI aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. C'est de la provocation. On a vu le ministre des Affaires étrangères. Quand il a lu son histoire et tout, il a dit quoi? Et il dit qu'il y a un comité de suivi, oui, avec les membres de la CEDEAO, avec les membres de la C14 et avec les membres du gouvernement. Mais quand le président de la commission est venu, il dit non, la commission, là, c'est uniquement les responsables de la facilitation et les responsables de la CEDEAO, n'est-ce pas? Oui, tout bien cela. Donc, il y a une mise au point qui est très claire. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas que mon pays soit livré à des étrangers qui viennent nous dicter ce qu'on doit faire, comment et tout. Mais quand nous-mêmes nous prêtons le franc et que nous laissons
hein, comme disait Nyassibé il y a demain, le trou, le lézard rentre dedans et tout. Quand vous avez fait venir des gens de la CEDEAO et tout ça, mais un minimum quand même. C'est la preuve aujourd'hui que le gouvernement en réalité ne veut pas quand même écouter les injonctions de la CEDEAO et pacifier le pays. Non, j'ai déjà dit, ils ont fait un conseil de ministres hier. Est-ce que vous avez entendu que le gouvernement a approuvé ce que décide la CEDI? Rien n'a été dit par rapport à ça. Voilà. Donc, le gouvernement a plus de précautions. Et c'est que si jamais ils approuvaient cela, ça allait déclencher. Parce que je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe? M. Faure Gnassingbé, c'est mon frère. Hein? Et je suis obligé, parce que je ne veux pas que le sang d'un seul Togolais coule et que notre pays soit l'opprobre, la risée à l'extérieur et tout. Je suis obligé de temps en temps, hein, de lui donner mon point de vue. Hein? Et ces gens-là qui lui disent aujourd'hui qui sont ses amis, sont ses pires ennemis. Et les ennemis de notre pays, ils sont dangereux. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Des gens sont venus pour vous aider. Et dès que les gens sont partis et tout, vous croyez à nouveau être en terrain conquis et avec arrogance et mépris, hein, de vos partenaires, vous avancez. Et vous croyez qu'on va vous laisser parce que vous êtes qui et vous êtes quoi? C'est ça la réalité que les gens doivent voir et comprendre. Mais quelle arrogance, quel mépris pour ces compatriotes et tout. Pourquoi M. Boupessi et M. Katanga croient qu'ils peuvent décider d'aller aux élections le 20 décembre pour résoudre quel problème, pour faire quoi? Pour que le Togo continue à marcher comme ça marche aujourd'hui et qu'on aille chercher 16 milliards pour régler nos problèmes, petits problèmes de voirie et tout ça. Ou pour que quand on veut pouvoir gérer ce pays, il faut aller chercher des obligations ou des bons de trésor, 20 milliards auprès des étrangers, endetter ce pays jusqu'au cou. Est-ce que c'est cette gouvernance-là qui mérite leur outrecuidance? Et ils croient que ça va continuer jusqu'à quand? C'est ça la réalité. C'est pour ça que je... Et que faites-vous? C'est pour ça que je suis sorti pour leur dire, il faut arrêter. Il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et je dis à M. Faure, le président Faure Gnassingbé, de les arrêter. Hein? Ils ont détruit... Il a une responsabilité lui aussi aujourd'hui. Il doit les arrêter. Ils ont détruit Gnassingbé et Adema. Et beaucoup sont encore là, dans le système, en train de rôder. Pendant la transition, dans le gouvernement de transition, il y avait un monsieur qui s'appelait Padoa Boupessi, qui avait refusé que M. Gnassingbé n'avait plus le droit d'utiliser les avions que son gouvernement avait achetés. Il était dans l'opposition à l'époque. Non, il était au gouvernement, il se disait non. C'est ça. Donc, il a fait que on a monté la colère de Gnassingbé et Adema. Et il y en a des gens qui avaient aussi trompé Joseph Kokou Kofigo pour lui dire ouverture du boulevard des armées, provoquant l'armée togolaise et tout. Eh bien oui, le 1er octobre, le 8 octobre et tout ça, et le 3 décembre et tout, qui on a vu. Donc ces gens-là sont repartis, tu vois, d'où ils venaient et tout, et d'autres sont morts, d'autres sont partis et tout. Pourquoi les gens veulent imposer à notre pays des tragédies à répétition? Pour qui ils se prennent? Pourquoi ils se comportent comme ça? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir entre frères et discuter et trouver des solutions? Et comment on règle ce problème justement, M. Nicolas Losson? Aujourd'hui, on est dans une situation presque encore... Moi, j'ai dit, j'avais envoyé, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si on lui a donné ça et tout. Votre lettre, vous l'avez encore écrit? Non, pas récemment. La dernière fois où je l'ai fait, je lui ai demandé de former ce gouvernement de salut public, de s'entendre avec ses frères de l'opposition. C'est quoi ce gouvernement de salut public? C'est un gouvernement qui doit avoir une feuille de route très claire. C'est-à-dire que le Togo reprenne sa liberté. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des institutions supranationales. Mais nous sommes mandatés, vous l'avez dit. Ah oui, nous pouvons. Comment on prend sa liberté? Par la volonté, toutes les nations ont la capacité de sortir de la faillite. Et j'ai dit, tu sais, nous avons... En remboursant, vous êtes. Mais nous pouvons. Nous pouvons. Je ne vais pas dévoiler toute ma politique et tout ça là, ici. Mais je peux vous dire que nous pouvons, et nous en avons les moyens, de multiplier notre PIB
par 5, 6, 7, même jusqu'à 10, hein, Mm. en rendant fongibles nos capitaux morts. Je répète ça depuis. Certains individus, parce qu'ils ont fait la BOAD, des économies, ils croient qu'ils peuvent comprendre ce que je dis. Non. Je suis allé chercher cette recette-là dans l'histoire. Dans l'histoire. Et j'ai vu des hommes qui ont fait un certain nombre de trucs pour sortir. Même quand vous prenez le régime de Adolf Hitler, son ministre des Finances et tout, Edwin Erhard, quelle politique il a menée de 1932 à 1935, c'est-à-dire en 3 ans. Un pays qui était en faillite, avec une inflation galopante et tout ça là, il a transformé ce pays. Et c'est ça qui est monté à la tête d'Adolf Hitler. Et il croit qu'il pouvait conquérir le monde. Et fatalement, quand vous avez trop d'ambition, c'est l'histoire de Icare, vous comprenez, vous êtes brûlé, le soleil vous brûle les ailes, si vous montez tout, il est monté tout. Donc comme les empires et tout ça là et tout, vous commencez quelque chose, si vous ne connaissez pas votre limite, vous serez fatalement abattu, tôt ou tard. Ce système est peut-être à bout de souffle et des individus... Il y a besoin d'un gouvernement de salut public. De salut public, comprenez. Donc, M. Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, il entend que c'est de lui dont on parle partout. Que c'est le fils de Gnassingbé Yadema, c'est un tyran, c'est ceci, cela. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Est-ce que quelqu'un parle de ces individus-là, tapis dans l'ombre, qui sont dangereux? Ils ont des poisons, ils empoisonnent cette société et tout. Quelqu'un les connaît, la parle d'eux et tout. Ce sont des pauvres esprits, de pauvres types et tout. Donc c'est lui qui doit pouvoir tirer la conclusion et sortir du pouvoir. Des gens sont partis avant lui. Mais votre gouvernement de salut public, c'est un gouvernement de transition. Oui. Je posais la question tout à l'heure. Oui. À quelle magie pouvons-nous revenir à un gouvernement de transition? Ce gouvernement de transition avait été soutenu, proposé par l'opposition, la coalition. Non, j'ai dit à on nos n'a jamais amis... accédé à ça. Non, on l'avait fait. À la sortie de la conférence nationale souveraine, on a fait quelque chose de bâtard après l'accord politique global et tout. Oui. J'ai expliqué quand j'ai rencontré nos frères de la C14 que nous n'allons plus aller vers, tu vois, ces sortes de trucs. Et bon, un avocat, ou je ne sais pas, il ne peut pas trouver les solutions. Ce n'est pas la peine de l'envoyer parce qu'il croit qu'il est opposant et tout. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'être opposant ou d'être ceci. Non, c'est une question d'avoir des solutions, une vision, une ambition nationale. Et quand vous allez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire et tout. Et j'avais déjà proposé à l'époque de doubler les salaires. Après, je me suis dit non, nous allons aller progressivement. Nous allons augmenter les salaires des fonctionnaires de 35%. Nous allons mettre en chantier la construction de 5000 salles de classe à 25 milliards, 2 milliards pour les cantines scolaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous en avons les moyens. Parce que je le sais. Quand vous concevez une idée, parce que Dieu Tout-Puissant vous a donné ce don-là. C'est à vous qu'il a donné ça. Il n'a pas donné ça à un autre. Il peut entendre ce que vous dites. Vous pensez qu'on a les moyens de faire tout ça? Nous en avons les moyens. Depuis quelque temps, il y a quand même des émissions de bons trésors. Et oui, parce que des gens incompétents, incapables... Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens. Non, des gens incompétents, incapables sont à des postes où ils ne doivent pas être. C'est ça. Et c'est vraiment, il faut un autre développement. Pourquoi ces choses sont autorisées? Parce que la Banque mondiale, ces institutions supranationales et tout, vivent aussi de ça. S'il n'y a pas de crédits, des trucs comme ça et tout, pour ces pays-là, ces institutions vont fonctionner comment? C'est ça. Parce que la moitié des frais de leur fonctionnement, ah oui, ce sont si les gens payent leur quote-part ou ils ont une partie sur les taux d'intérêt et tout, c'est ça qui leur sert de fonctionner, comprenez? Donc à partir de là, si vous ne vous endettez pas, et ils ne peuvent pas fonctionner. Donc ils vous encouragent malgré tout avec quelques nuances un peu hypocrites et tout, à dire mais en réalité, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'avons pas encore rendu fongibles nos capitaux morts. Et donc, pendant ce temps, on a besoin d'eux. De qui? On n'a pas besoin d'eux. Les hommes qui peuvent, il faut les mettre là. C'est tout. Les gens qui peuvent changer les choses. Les gens qui peuvent redonner aux Togolais de la dignité. Qui peuvent redonner au Togo et son prestige. Et nos défenseurs disent qu'ils veulent que ce pays soit à l'ordre de l'humanité. Ah oui. Qui sont ceux qui sont là?
qui peut faire ça et tout. Mais quand vous voyez, par exemple, des gens s'attaquent à Nicolas Losso et veulent me détruire, ce sont les ennemis du Togo et des Togolais. Parce que ce que je peux faire, ils ne veulent pas que je fasse ça. Parce qu'ils ne vont pas continuer leur corruption morale, hein, et autres et tout. Donc, ils bloquent, hein, le progrès de ce pays et tout. Et comme ça, ils vont dire à M. Fognassé, attention, hein, quand il va venir, ce qu'on va dire, il va aller dire ça. Et moi, je ne viens pas pour qu'on aille tuer ensemble, pour qu'on aille voler ensemble et tout. Comprenez? Si vous me dites qu'on va aller voler ensemble, je dis non, je vous emmerde. C'est tout. Hein? Si on doit faire les choses, hein, qui marchent pour que ce pays aille de l'avant, oui. Comprenez? Quand j'ai proposé qu'il faut 3 milliards, hein, de dotation de base à toutes nos préfectures, dans un premier temps, hein, on a 39 préfectures, ça fait 117 milliards. Nous les avons. Nous avons des capitaux morts qui valent des milliers de milliards. Il faut les rendre fongibles. Est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas. Comment on peut faire? Est-ce qu'on a l'audace, la capacité de faire ça? Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est pour ça que mon parcours personnel m'a préparé à ça. Comprenez? Sans père et sans mère et tout, j'ai été avec des hommes d'État. Hein? Non seulement au Togo, mais au Ghana. Vous accepteriez aujourd'hui de travailler avec un prochain gouvernement de Faure Gnassingbé pour pouvoir rendre opérationnel toutes ces propositions-là? Oui, s'il le souhaite. Et s'il souhaite, prêt? oui, s'il le souhaite, et s'il souhaite faire ce qui est bon. Et arrêter les histoires des gens qui ont 3 postes, 4 postes, maire de Lomé, Port, développement à la base, diététique de qualité. Il faut arrêter ça. Ça, ce sont des injustices sociales. Et c'est de la gabegie, ça et tout. Les gens ne donnent pas les résultats qu'il faut. Et on les garde. Et les gens croient qu'ils sont. Et ils foutent rien. Comprenez? Quand vous êtes directrice du cabinet d'un président de la République, c'est un travail à plein temps. Et qui exige, hein, un certain nombre de compétences, de qualité et autres. Vous n'allez pas vous balader avec un sac à la main pour aller visiter des petits ateliers, des trucs comme ça et tout. En quoi ça? Et vous êtes en même temps ministre du développement là-bas? Non, parce que ça aussi, c'est par là qu'on doit construire, hein, c'est-à-dire le progrès de ce pays. Hein. Donc les histoires de voirie, les histoires d'assistants ou assistantes sociales dans toutes les mairies, les histoires d'infirmiers ou infirmières dans toutes les écoles et tout on l'avait avant. Et nous devons arriver même, vous avez regardé le couteau. Hein, regardez le grand couteau à coups, tout ça là et tout. Nous devons installer là-bas, hein, je dis, il y a des endroits où on fait l'agriculture, il y a des endroits où on développe des athlètes, tu vois, de haut niveau. Et on forme. Aujourd'hui, on achète des gens à des millions d'euros. Hein. Pour les transferts. Pour les transferts. Nous pouvons préparer les Kaolo de demain pour les vendre. Nous pouvons préparer les Tommy, Sylvestre Tommy, tu vois, tout ça. Nous pouvons préparer ça. Et tout ça là, c'est bon. Et pour l'agriculture, et pour le sport, et tout, et tout. Et nous avons tout le Nord. Nos frères dans le Nord souffrent, ils sont malheureux. J'ai été à Pédia et tout ça là. J'ai vu la misère. Ça m'a heurté. Ça m'a déchiré le cœur et tout. Donc c'est pour ça que je dis, il faut mettre, hein, l'aéroport de Niantougou comme le hub pour la sous-région. Pas seulement pour le Togo. Et pour soutenir ça, nous pouvons mettre le village Hadj à Sokoré. C'est-à-dire tous ceux qui veulent aller à la Mecque dans le nord du Ghana, du Bénin, au Burkina, ils doivent passer par Niantougou. Alors on leur met le village, ils passent 2 jours là-bas, hein, pour s'initier aux pratiques du Hajj, des trucs comme ça et tout, avant de partir. Donc le Togo va être un centre de trucs et le nord, nos frères et sœurs du nord vont connaître donc la prospérité, l'activité et tout. Donc ils ne vont pas demain aller manifester, hein, et faire des trucs et tout. Parce que quand vous créez la misère, les injustices sociales et le truc, hein, et que vous fabriquez des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quand on vient leur dire, ah non, 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 vous êtes pauvres, on vous exploite et tout, ils vont se révolter, ils vont casser des choses et tout. Mais quand vous leur donnez, hein, à manger 3 fois par jour, leurs enfants vont dans des belles écoles et tout ça là, avec des cantines scolaires et tout ça là et tout, hein, avec des gens. Et vous croyez qu'ils vont accepter d'aller casser des choses et alors, tout ça? Celui qu'on a le son, comment est-ce qu'il va falloir faire pour unifier ce pays enfin? Ça fait quand même
des années qu'on parle de la réconciliation. Ouais. On se rend compte que ce pays n'est pas réconcilié avec lui. Non. Comment est-ce qu'il faudra procéder désormais? Vous me parlerez de l'injustice sociale qu'il faudra enrayer et consommer. Comment est-ce qu'il faut faire pour que les fils et les filles de cette nation s'entendent sur l'essentiel, pour qu'il n'y ait pas de la violence? Parce qu'on estime que la CENI telle qu'elle travaille aujourd'hui est en train de préparer une prochaine violence. Comment est-ce qu'il faut enrayer tout ça? Monsieur Faure Gnassingbé a encore la possibilité, la capacité d'arrêter cela. Parce qu'il est en charge de la destinée de ce pays encore. Comprenez? Est-ce que les gens de la CEDEAO lui ont dit de partir avant 2020? Non, on lui a donné une marge. Comprenez? Et il doit voir, quand il lit l'histoire. Moi, j'ai vu Rollins quand il était parti, hein, en 2000. Personne ne l'a forcé. Et aujourd'hui, il est bien. Il est à l'aise. J'ai vu la dernière fois John Mahama se balader pour être... J'ai vu Yahi Boni aussi se balader et tout ça là et tout. Donc, il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après la présidence qui peut être ennoblie. Comment vous êtes sorti? Donc, le temps est court, comprenez? Il doit préparer sa sortie. Qu'importe, que personne ne le trompe, que personne ne lui fasse croire qu'on peut continuer à gérer ce pays comme ça, après 2020, et pendant 10 ans ou 20 ans encore. Ça va exploser. Gnassingbé Eyadema était très fort. C'était un homme riche et tout. Gnassingbé Eyadema, il ne prenait pas l'argent de ce pays pour faire ce qu'il faisait. Il avait lui-même ses activités personnelles, comprenez? Et il gagnait des milliards qui lui avaient permis d'acheter plein de chefs d'État. Quand vous voyez certains chefs d'État arriver jusqu'à Pierre Poil, vous croyez quoi? Hein? La plupart des chefs d'État qui sont là, ils sont venus chercher de l'argent. Et Eyadema faisait quel travail en plus de la présidente de la République? Je ne vais pas vous dire tout, comprenez? Donc, il avait des milliards, Gnassingbé Eyadema, comprenez, qu'il donnait aux uns. L'argent qu'il prenait à l'OTP, à des trucs comme ça, c'est ça qu'il distribuait. Hein, aux syndicalistes de la CNTT, aux femmes de l'UNFT, et puis à ces arrêtos et tout ça là, tu vois. Et ses propres affaires. Gnassingbé Eyadema a commencé à faire des affaires, d'abord avec Gowon, sur le Nigeria, dans la guerre, avec le Biafra et tout. Ouais, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé n'a pas cette possibilité-là. Que les gens ne le trompent pas qu'en organisant des sommets, des trucs comme ça, ça va régler quelques problèmes que ce soit. Non, ça ne réglera rien du tout. Et le temps n'est plus à ces sommets. La mondialisation est essoufflée, est en destruction, rapide. Je ne sais pas pourquoi Tom est si pressé de détruire la mondialisation. Il peut aller doucement et ça va provoquer moins de dégâts et tout. Mais il a été programmé pour aller comme il est en train de programmer. Vous savez, Dieu Tout-Puissant programme les hommes pour un but donné, pour un destin donné. Personne n'a pu empêcher M. Faure Gnassingbé de venir au pouvoir en 2005 dans les conditions là. Et personne ne peut savoir comment il va en sortir. Mais au moins, en tant que Togolais, et me battant pour que ce pays puisse retrouver sa normalité et être dans les trucs et tout, je dis à M. Faure Gnassingbé qu'il a encore la possibilité de redresser ces choses-là, comprenez, de corriger. Parce que quand quelque chose ne va pas, et quand c'est toi qui as le pouvoir, tu peux encore corriger cela. Il ne faut pas qu'il laisse ces gens-là le salir et salir notre pays et amener notre pays encore vers des tragédies. C'est pour ça que je suis ressorti de mon truc pour parler. Parce que je ne veux plus que notre pays connaisse les tragédies depuis 27-30 ans. C'est pas normal. Pourquoi le Togo ne peut pas être un pays normal? Pourquoi on ne peut pas être fier? Pourquoi on ne peut pas s'entendre? Nous sommes des frères. Comprenez? Moi, les Kabyles sont mes frères, sont mes parents. Les Tchokossis sont mes parents, sont mes frères et tout. Les Évés là. La mère du père de mon père est de Pelé et tout. Nous sommes des frères, nous pouvons nous entendre. Pourquoi la vidité, la cupidité, le pouvoir peut nous mettre dans des conditions où on ne s'entend pas, on se détruit et tout. Et on fait du mal à notre pays et tout. On est fier de ça. On ne peut pas être fier. Tout ce qui se dit là à l'extérieur, tu peux être fier d'être Togolais. Tu ne peux pas être fier d'être Togolais. Quand les gens trompent M. Faure Gnassingbé, qu'il suffit d'organiser des sommets et tout ça là, et ça va rectifier, c'est faux. Les gens qui ne foutent rien, les bureaucrates. Vous avez bon espoir que ça changera? Ça va changer. Ça, parce que ce pays devienne quand même... Oui, je crois en Dieu Tout-Puissant. Et je sais que ces voies sont impénétrables. Oui, il arrivera le jour où tu vas il va
éclairer. Et je souhaite qu'il éclaire M. Faure-Gnassingbé, qu'il n'accepte pas. Que, regarde, nous avons un chef d'État, Gnassingbé Eyadema. Quand j'étais parti avec la délégation au Ghana, ce que Ronis nous avait dit, je me suis dit, mais ce type-là, il a pourtant été tué. Pourquoi il a cette opinion? Ce que Oufoué Boigny nous a dit, ce que Kampaoré nous a dit, ce que Nicéphore Soglo nous a dit, ce que Abdou Diouf nous a dit et tout. J'ai écouté ça. Et quand j'allais voir le président Omar Bongo, ce qu'il me disait de Gnassingbé Eyadema et tout ça là. Mais aujourd'hui, ah oui, son parcours, ça a été, voilà, ils ont sali son parcours et tout, et ça a affecté le pays. Voyez cette équipe-là. Je dis, j'étais élève, ils étaient déjà des ministres, comprenez. Ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, comprenez. Ils ont sorti ce qu'ils appelaient à l'époque les grands travaux. L'hôtel du 2 février, la CIMAO, la raffinerie, vous comprenez, ainsi de suite et tout. Et ils ont détourné de l'argent. Hein? Ils ont tellement détourné de l'argent et commencé à endetter le pays que quand les gens n'avaient plus ce qu'ils avaient avant 1985 au moins, hein? Donc les gens se sont rébellés et ça a coûté très cher à Gnassingbé Eyadema et à notre pays. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de payer le prix. Très bien. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Quel est votre message, en dehors du message que vous venez adresser au chef de l'État Faure Gnassingbé, quel est votre message à l'endroit du peuple togolais qui, pour certains, sont dans l'expectative quand même? Oui, je dis aux Togolais, je leur ai toujours dit ça, d'avoir foi en Dieu Tout-Puissant. C'est pas dans les églises, les trucs là et tout, que non. Dieu est là où il y a le calme, le silence, comprenez. Dans vos chambres, dans vos maisons, priez, demandez à Dieu Tout-Puissant, hein, que sa main puissante, hein, puisse être sur ce pays et qu'il éclaire ses enfants, il les inspire et qu'il suscite parmi eux les meilleurs pour reprendre en main le destin de ce pays et pour conduire notre pays vers le rêve des premiers politiciens, c'est-à-dire en faire l'ordre de l'humanité, hein, et qu'on remette au travail notre jeunesse, parce qu'on en a besoin, vous comprenez, le travail, et qu'on soit fraternel, et qu'on aime ce pays et tout, voyez-vous. Donc c'est ça que je souhaite pour le Togo. Nous devons être fraternels, nous sommes devenus des frères du sud au nord, vous comprenez. Donc la fraternité, mais le travail avec ardeur, parce que c'est ça qui va nous permettre de construire. Non, on ne travaille pas assez. Il y a trop de vagabondage, de corruption, de délinquance, hein, et de trucs. Les gens font des ateliers, les gens font des trucs, ils foutent rien. Et ils dépensent l'argent du pays et tout, tu vois, et ils croient que c'est ça. Non, c'est pas ça. Le travail, c'est la création, hein, la création de biens. Hein, et de richesse et tout. Nous devons travailler, nous devons produire. Et nous produire, ça veut dire produire sain. Hein? Nous devons commencer à donner à nos agriculteurs des subventions. Nous devons donner à tous les Togolais qui ont un hectare et tout, des subventions. Hein? Et puis développer une agriculture qui soit plus bio que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de détruire notre agriculture et de nous détruire. Ils nous tuent à petit feu. C'est ça qui nous révolte. Et nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas rester là à croire qu'on nous dit qu'on a fait un aéroport, un port, et que ça suffit, on a fait quelques routes et tout. Non, ça ne nous suffit pas, on ne veut pas de ça. On veut plus que ça. On veut 20 fois, on veut 100 fois plus que ça. Et en travaillant, on l'aura. C'est le travail qui crée l'argent, qui crée la richesse et tout. C'est pas l'inverse. Que personne ne nous trompe. Personne. Et quand on a entendu Mitterrand, je ne sais pas quoi dire, c'est la démocratie qui crée le développement, c'est faux. L'histoire a prouvé que c'est le développement qui nourrit la démocratie. Ça vient avant. C'est tout le monde. On parle de mandat social, de quoi on parle? Quand les gens, je les vois avec un petit palu, ne peuvent pas se soigner, ils meurent. Vous comprenez? Et on ne peut pas diagnostiquer les choses. Il n'y a pas les équipements dans les hôpitaux, des trucs comme ça et tout. Non. Il faut aller au-delà de ça. Et c'est ce que je propose. Mais j'ai foi. Et ma foi me donne la conviction que nous y arriverons. Vous comprenez? Je prie pour même, mais pour mes ennemis. Mais je n'en ai pas. Vous comprenez? Donc quand les gens m'entendent dire, ah, je prie pour que Dieu inspire, tu vas Faure Gnassingbé, qu'il le guide pour lui faire comprendre qu'il peut encore s'en sortir bien et sauver ce pays. Très bien. Nicolas Lesson, merci d'avoir accepté de travailler avec nous ce matin. Je vous remercie. Que Dieu veille sur nous. Très bien. Merci beaucoup. Notre invité ce matin, c'est le président du PRR
Nicolas Losson. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Emmanuel Afanabe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigaton. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi avec le coup de vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.